Alors, encore une coupure de micro, mais bon, retournons dans le vif du sujet. Comment notre monde est devenu cheap. Je m'étais raté au poulet et je continue. Alors, ce que nous expliquent les auteurs, c'est que, en réalité, avant le Capitalocène, là, comme ils le nomment, euh, pour eux, ça a commencé donc avec la découverte du Nouveau Monde, ou un peu avant, quand on a découvert Madère et les Canaries. Donc, en gros, au début du 15e. Eux, ils nous parlent de ce qu'on a appelé l'optimum climatique. Alors, je suppose que nombre d'entre vous sont déjà familiers du concept. Pour ceux qui ne le sont pas, en gros, entre 950 et 1250, on a eu des conditions climatiques exceptionnelles en Europe, enfin dans le monde entier, mais en ce qui concerne l'Occident, ça a été fantastique. Et pendant 3 siècles, on a eu une météo très clémente, des étés chauds, doux, des températures donc plus chaudes que la normale, des bonnes précipitations en hiver, enfin tout ce qui permettait à une agriculture de se développer encore plus que ce qu'elle était précédemment. Comme à l'époque en Europe c'était encore l'époque féodale, en fait ça a permis aux seigneurs de s'enrichir démesurément, puisque c'était eux les propriétaires de la terre, et que l'accord qu'ils avaient en gros avec le peuple, les paysans, c'était que ils devaient la cultiver pour eux, ce qui leur permettait d'habiter dessus, et les seigneurs en tiraient tous les bénéfices. Donc, peu de gens savent, par exemple, que en 3 siècles, la population, la démographie européenne est arrivée à un stade tel qu'ensuite il a fallu des siècles pour revenir à ce niveau. Par exemple, justement au moment de la découverte de l'Amérique, là, et depuis déjà un peu plus d'un siècle, euh, on était arrivé à 70 millions de personnes en Europe. Le truc, c'est que donc à la moitié du 13e, cet optimum prend fin, donc les conditions climatiques changent, il y a des hivers plus froids, des étés moins chauds, des précipitations apocalyptiques, ce qui va mener vers la fin du XIIIe siècle à ce qu'on appelle la Grande Famine. Les historiens ils nomment cette période comme ça parce qu'en fait les rendements se sont tellement effondrés que euh, ça a créé une famine transcontinentale. Alors, et sur ce, ensuite, en 1347, il y a la peste noire qui va éliminer un tiers, voire la moitié de la population européenne. Et le truc, c'est que les auteurs, ils analysent déjà le fait que le féodalisme, en fait, il pouvait fonctionner qu'avec ces conditions-là, optimum, parce que si juste ils avaient permis, par exemple, aux paysans d'avoir des cultures maraîchères en plus des céréales. Alors bien sûr, ils avaient des potagers un petit peu, mais comme ils pressaient toujours plus les paysans à avoir un meilleur rendement parce que les céréales c'était le cœur de leur richesse, en gros, ils laissaient pas trop de place pour le reste. En réalité, s'ils n'avaient pas favorisé cette méthode euh, de haut rendement céréalier, il n'y aurait peut-être pas eu la grande famine. Ils auraient peut-être pu déjà résister plus au changement climatique. Bon, le fait est que en fait il y avait déjà eu ce qu'on appelle la première mondialisation et que ce qu'on appelle aussi le tricontinent, quoi. En gros l'Orient, l'Europe, le Moyen-Orient, un peu d'Afrique, ils étaient déjà hyper connectés depuis l'Antiquité. C'est ce qui fait d'ailleurs que la peste est arrivée d'Orient, d'abord à Gênes et ensuite à Marseille et dans toute l'Europe. Euh, en gros, cette première économie mondialisée, elle n'était pas capitaliste au sens actuel du terme. Le fait qu'elle soit effondrée avec la fin de l'optimum climatique et ensuite avec la peste noire a fait que justement on ne pouvait plus revenir à, à l'état économique d'avant. Et justement ces seigneurs, etc., même le peuple en fait, paradoxalement, les effets cumulés de la grande famine et de la peste, une fois que ces cataclysmes étaient passés, vu qu'il y avait moins de monde, pour les gens du commun, en réalité ça a été une chance parce qu'il y a eu plus de terre à disposition, il y a eu plus de travail à disposition. Mais pour les seigneurs, c'était pas une si bonne affaire que ça. Parce que comme il y avait moins de monde, de
de toute façon, ils ne pouvaient pas espérer des rendements et des revenus aussi importants qu'avant. Donc ils ont été obligés de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Alors au début, ils ont voulu continuer le même système comme d'habitude, hein. Le capitalisme, il ne veut pas changer, même quand c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'il y a eu par exemple l'abandon ce qu'on appelait en anglais les commons ou en français les communs, c'est-à-dire ces espèces de parcelles de forêt où on pouvait glaner, on pouvait ramasser du bois, on pouvait même parfois chasser un peu ou revendre un peu de surplus pour pouvoir faire la soudure en gros. Il y a eu un moment où ils ont interdit ça pour que justement il y ait des clôtures, que ce soit bien délimité, que les paysans travaillent que dans leurs champs. Mais les gens ils étaient plus prêts à accepter de tels types de conditions de vie. Et en fait, ils ont eu de la chance, ces gros Richards de seigneurs, c'est que au début du XVe siècle, les Portugais ont découvert Madère. Et Madère, c'est le début, c'est l'exemple type de la typisation du capitalocène et de la merde. Parce qu'en réalité, quand les Portugais ont découvert Madère, pour eux, c'était un paradis sur Terre. Ils ont trouvé une île verdoyante, euh, remplie d'arbres, de forêts, quasiment à 100%, avec des cours d'eau, avec une nature préservée. Ils sont devenus fous au début. Ils se sont dit, mais c'est fantastique, c'est quoi c'est... À tel point que les deux premiers enfants qui sont nés à Madère, on les a appelés Adam et Ève. Parce qu'ils pensaient que c'était le jardin d'Éden. Ça n'a pas duré, parce que tout de suite, en fait, la première génération a déboisé fortement pour cultiver du blé. Et tout de suite, ça a commencé à alimenter le marché européen. Mais ensuite, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient planter de la canne à sucre. Et la canne à sucre, en fait, ça faisait super longtemps que c'était connu en Orient. C'est en Papouasie que ça a été inventé, cette culture. Et ça, 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 ça irradiait vers l'Inde, vers le Moyen-Orient. Par exemple, les Arabes connaissaient le sucre. Par exemple, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avaient développé justement des procédés avec de la potasse pour pouvoir cristalliser le sucre de meilleure façon. Et en fait, le sucre d'Alexandrie, par exemple, ce qu'on appelait le sucre d'Alexandrie, était de qualité supérieure. Et les rois et les grandes cours d'Europe s'arrachaient à des prix d'or ce sucre. Et, mais par contre, c'était compliqué pour les Européens de s'approvisionner euh, avec de grosses quantités. Donc ils se sont dit, voilà, c'est à nous là, Madère, on l'a pris, et on va cultiver de la canne à sucre. Et le truc, c'est que la canne à sucre, il faut beaucoup de combustible pour pouvoir justement la chauffer, parce qu'en fait le principe c'est quoi? À un moment donné dans la maturation de la canne, elle se gorge de liquide, on la coupe au moment où elle est le plus dure à couper, justement elle est plus fibreuse, et il faut en extraire le jus dans les 48 heures, sinon ça pourrit. Donc déjà ça demande beaucoup de main d'œuvre, parce qu'il faut ceux qui coupent, ceux qui ont extrait le jus, ceux qui le raffinent, euh, donc déjà il a fallu aussi ensuite de la main d'œuvre cheap, mais procédons par étapes. Par exemple, pour extraire une livre, à peu près un peu moins de 500 grammes de sucre euh, de canne, pour la produire, il faut 43 kilos de bois. Donc le rapport, il est incroyable. Presque 40 kilos de bois pour presque 500 grammes de sucre. Donc autant vous dire que le jardin d'Éden là, de Madère, il a tenu même pas une génération. Et c'est le premier exemple de vraie typisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a apporté une plante exogène. On a rasé le bois qui normalement a de la valeur, on l'a rendu cheap parce qu'on a rasé une île entière de, de bois. Euh, on a d'abord exploité pour les céréales, mais ensuite on a exploité pour le sucre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus produire de sucre, faute de combustible. Et pour produire ce sucre, comme je vous dis, comme il y a des conditions particulières pour l'industrie du sucre, on a ramené d'abord, parce que juste avant ils avaient découvert les Canaries, et il y avait, à la différence de Madère, une population autochtone aux Canaries, des Berbères, qui, à peu près au début de l'ère commune, avaient réussi à coloniser ces îles.
Euh, les Portugais et les Espagnols les ont exterminés et ce qui restait, ils les ont ramenés en esclavage sur Madère. Et comme ça suffisait pas, ils ont ramené des esclaves d'ailleurs, d'Afrique, etc. Ça avait déjà commencé. Et le truc, c'est que malgré tout ça, quand il n'y avait plus de bois pour pouvoir continuer à fabriquer du sucre, eh ben, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont dit, bah, un truc qui coûte moins cher et qui est plus facile à produire, c'est de la vigne. Ils se sont mis à convertir tous les champs de canne en vigne. Comme ils avaient déjà de la main-d'œuvre corvéable à merci, ça a été vite. Mais il fallait quand même du bois pour les tonneaux. Entre-temps, on avait découvert le Nouveau Monde et on était en train de déboiser le Nouveau Monde. Donc le bois ne valait rien. Et comme ça faisait partie aussi du commerce triangulaire, là, les Canaries et Madère, ils ont réussi le tour de force de euh, faire en sorte d'obtenir du bois pour leurs tonneaux à un prix plus que bas, vraiment cheap, et à faire en sorte d'être une étape incontournable du commerce triangulaire. Donc l'ultime typisation, puisque là c'était la vie elle-même qui valait plus rien. Et donc c'est un exemple type ça. Et pourtant, Madère ça a été découvert en 1430 ou 1460, un truc comme ça. Et ça veut dire qu'au moment où on a découvert le Nouveau Monde, même pas un siècle après, c'était déjà ravagé. Ça valait plus rien. Et les auteurs là, ils nous montrent que c'est en même temps le premier exemple du capitalocène et en même temps l'exemple type de la typisation, puisque, comme pour le poulet, euh, ça avait balayé le spectre des 7 points là, dont je vous parlais de typisation. Alors il y avait la nature, comme je vous l'ai dit. Euh, les colons, en fait, ils avaient ramené, en plus de la canne à sucre, des espèces envahissantes dans l'archipel. Euh, les lapins, par exemple, qui ont dévoré la faune locale. Il y a un serpent indigène de Madère qui a disparu en un siècle. Parce que justement, avec les chiens, les chats, les lapins, bah, bon, ça a été tout le Nouveau Monde, hein, l'Australie, l'Amérique du Sud. Et en fait, les arbres, l'eau, les saules, la faune, la flore de Madère, même la mer autour de l'île, ça a été traité comme des bienfaits gratuits et transformé en une série d'apports ou d'obstacles à la production. Il y avait un article qui avait paru à un moment donné dont ils sont inspirés qui disait que les récifs depuis Colomb ont montré comment les Européens avaient détruit la vie à Madère. Et donc ça montre que même le poisson qui était autour leur a servi en fait de matière première au début, parce qu'il n'y avait pas trop de faune sur sur l'île en elle-même. C'est un désastre écologique, mais même si on peut dire que c'est une petite échelle, c'est une petite île perdue, mais ça représente vraiment le summum de la dévastation humaine d'un écosystème. C'est incroyable. Et à tel point que même l'équilibre nourriture-déchets, il s'est complètement inversé sur l'île. Et par exemple, il y avait un problème au moment où ils ont voulu cultiver de la canne à sucre. Il faut beaucoup d'eau. Et il y avait de l'eau sur l'île, hein, suffisamment pour vivre tant qu'ils voulaient. Mais le modèle intensif qu'ils voulaient développer, c'était pas possible avec les cours d'eau qu'il y avait. Donc ils ont inventé ce qu'on appelait les levadas, des espèces de canaux. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que Madère, ils refont du chip avec le tourisme basé sur la première chipisation. C'est-à-dire qu'il il y a des circuits qui montrent tout. Parce que il y a plus de 2000 km de levadas sur l'île. Alors je crois qu'elle fait que 60 km², un truc comme ça. Donc en fait les vestiges de la première dévastation leur servent maintenant à engranger de l'argent euh, parce que justement ils se voyaient quand ils sont arrivés les colons ce qu'ils ont mis au point. Et puis il y a aussi toute la partie historique, ça faisait partie, c'était une étape vers le nouveau monde, etc. Et j'ai même vu un reportage il n'y a pas longtemps qui disait que c'était le territoire qui engrangeait le plus de subventions européennes par rapport à la transition écologique, parce que maintenant en fait ils ont trouvé le nouveau moyen d'avoir de l'argent, c'est-à-dire que justement c'est un archipel qu'on veut préserver alors qu'on l'a complètement détruit, et on fait donc du bio à mort, du vin bio, du miel bio et que sais-je encore, et en fait
ça n'a jamais changé, Madère. Ils essayent toujours de tirer le plus possible d'une possibilité de financement jusqu'à ce que ça n'existe plus. Et donc, en fait, ça montre à quel point cette île, bah, je veux dire, j'arrive plus à trouver le terme en fait pour dire que c'est micro, macro. En fait, c'est un petit territoire, mais ça montre euh, ce qui est devenu le monde à grande échelle en fait depuis cette époque-là. Et ça a été la première fois qu'on a saccagé, usé, détruit tout un environnement, tout un écosystème pour de l'argent rapide, sans penser aux conséquences et en chipisant euh, l'argent, la nature, les vies, etc. Et c'est fascinant parce que moi, par exemple, je savais pas que Madère, ça avait été en fait un entraînement avant la colonisation, quoi. Donc on continue. Et surtout, l'exemple de Madère, ça nous montre ce que je vous disais au début là, du podcast, c'est que euh, ah là là, il faut pas faire des podcasts à 4 heures du matin. C'est que tout le raisonnement en fait de ces deux scientifiques, c'est basé sur le principe de frontière. Et aussi sur le fait que à partir de ce moment-là, on a voulu séparer la nature de la société. Alors la frontière, en termes capitalistiques, là pour eux, c'est justement ce qui va séparer effectivement la nature de la société. C'est une espèce de grand siphon qui aspire tout, toute la vie, sous toutes ses formes, à des fins uniquement financières et le plus souvent à court terme. Mais pour pouvoir justement exploiter de façon intégrale tous les nouveaux territoires qui vont découler des nouvelles découvertes, il faut vraiment faire en sorte que, bon après ça a été facile, hein, l'homme il veut que du profit, mais faire en sorte que jusqu'à aujourd'hui, l'être humain pense qu'il est déconnecté de la nature. Que l'environnement naturel de l'être humain, c'est justement là, des bâtiments, des rues, des voitures, des métros, des supermarchés où la nourriture arrive comme par magie, mais qu'en fait l'être humain il n'a rien à voir avec la vraie nature, la forêt, les rivières, les animaux, les poissons. Et comme on dit, c'est un changement de paradigme en fait, parce que malgré tout, même s'il y avait déjà eu une économie avant, s'il y avait déjà eu de la mondialisation, l'être humain était encore pas mal attaché à l'idée qu'il faisait partie de la nature. Il l'exploitait, mais il la connaissait. Et le résultat en fait de cette chipisation de la nature, c'est qu'au bout de 500 ans de capitalisme effréné, et c'est vrai, à part peut-être pour même les paysans aujourd'hui, à part planter avec un tracteur et mettre des pesticides et arracher ensuite, ils sont pas très proches de la nature. Il faut vraiment aller dans ce qu'on appelle les natives, c'est là comme on dit en français, les peuples premiers peut-être, qui sont encore proches d'une certaine nature et qui comprennent les liens qui les unissent à elles. Mais sinon, on a fait en sorte que société et nature soient complètement déconnectées pour justement que l'être humain n'ait même plus le réflexe de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système. Et donc, pour en revenir aux 7 types de typisation, euh, quand Christophe Colomb par exemple arrive, donc avec la découverte, soi-disant découverte du Nouveau Monde, parce qu'on a ces journaux à Christophe Colomb, d'ailleurs ça aussi, un jour je vous ferai un podcast sur ces journaux, c'est édifiant. Une des premières choses qu'il fait quand il arrive dans les Caraïbes, c'est d'envoyer une lettre, bien sûr, enfin de rédiger un courrier pour la couronne d'Espagne, mais en recensant tout ce qui pourrait avoir du profit, enfin ce dont il pourrait tirer profit. Et il se désole de ne pas reconnaître la majorité des plantes et des animaux, parce que bien sûr c'est une nature qui est endémique à cet hémisphère, quoi, et il se dit que bah il pourra pas en tirer profit. Alors bien sûr, hein, ils ont vite trouvé des moyens d'en tirer profit, mais sur le coup, il est presque désespéré, il se dit bah je sais pas quoi faire en fait avec tout ça. Alors bien sûr, il va se rattraper sur une commodité dont il sait très bien tirer profit, c'est l'être humain. Parce que déjà, dès le début, il va envoyer des Indiens en esclavage en Espagne, et dès le début aussi, c'est bizarre, il y a toute une connotation sexuelle dans ces propos qui fait que
la découverte et la conquête de ce nouveau monde, il y a une connotation, un parallèle qui est fait avec la conquête sexuelle. C'est étrange. Et en plus, plus il fait de voyages, plus c'est de plus en plus explicite dans ses journaux. Et c'est vrai que moi, par exemple, bon, je les ai lus il y a longtemps, hein, ces récits de voyage, et j'ai pas fait rapprochement, j'étais peut-être un peu trop jeune. Mais ça dénote aussi une façon, justement, de voir le monde et en fait, de vouloir jouir du monde et de tout ce qu'il offre, quoi. Mais d'une manière totale, économique, sexuelle, et que sais-je encore. Et les auteurs, là, apparemment, ils ont relu à fond les journaux de Colomb, et ensuite même d'autres conquistadors ou même de certains administrateurs qui faisaient le voyage avec Colomb après et qui expliquaient en gros que il faisait ce qu'il voulait avec les indiennes, quoi. Il se les appropriait, les fouettait si elles n'étaient pas consentantes, et que tout ça c'était normal. Il a fallu Las Casas, là, vous savez, pour que et la fameuse controverse de Valladolid pour que enfin on demande au pape d'arrêter de traiter les Indiens comme des animaux parce que c'était des êtres humains et pas des hommes. Et donc pour les auteurs, en fait, ça marque vraiment le début de l'exploitation totale du monde et de la typisation aussi. Parce que pendant longtemps, même si on ne pense pas à la notion de capitalocène, dès qu'on commence un petit peu à s'intéresser à l'histoire du monde, à s'intéresser au développement économique de la planète, on se rend bien compte que même si au début à l'école on apprend que c'est avec la première révolution industrielle que ça s'est accéléré, que les machines à vapeur, le train, tout ça, ça a permis d'exploiter un peu plus facilement la planète et qu'ensuite on a fait des grandes découvertes scientifiques, le pétrole, les produits chimiques, etc. Mais si on réfléchit bien, euh, on met pas beaucoup de temps à se rendre compte que c'était bien avant que ça a commencé. Et qu'en réalité, le point critique, c'est la bascule, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Parce que c'est comme si on avait donné les clés à un immense supermarché à quelques pays occidentaux et ils s'en sont mis plein les poches. D'ailleurs, il y a une carte à la fin du livre qui montre que en 500 ans de découverte et de colonies, euh, la superficie des territoires qui n'ont pas été colonisés par les occidentaux ou mis en coupe réglée par les occidentaux, comme on disait par exemple des protectorats ou que sais-je encore, bah ça se résume en gros à le Japon, la Corée, je sais plus, il y avait un petit coin d'Afrique, là, soi-disant, qui avait jamais, je sais plus si c'était l'Éthiopie qui a jamais été colonisée, un truc comme ça. Mais sinon, tout le reste de la planète a été colonisé, a été exploité, a été mis en coupe réglée. Et ça explique aussi pourquoi il y a juste cette manière de voir aujourd'hui qui a subsisté. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles découvertes, en fait, c'était des nouveaux massacres et des nouveaux peuples à exterminer et à faire en sorte que les survivants voient le monde de la même façon que les Occidentaux. Parce qu'en réalité, que ce soit les Amérindiens ou ceux du Sud, là, les Incas, les Mayas, là, ou les Aborigènes, ou les Africains, ou les Orientaux, ou même les Nord-Africains, quand il y a eu la colonisation du Maghreb, tous ces peuples avaient des façons de voir différentes, avaient des sociétés différentes, avaient des manières d'envisager la nature ou leur rapport au monde différents, et pas forcément basés sur ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des notions économiques, qu'ils n'utilisaient pas l'argent, ou qu'il n'y avait pas des hiérarchies basées sur la richesse, parce que ça c'est depuis pratiquement le début, même s'il y a eu plein d'autres sociétés où ça n'a pas existé. Mais c'est l'homme blanc, en gros, qui a inventé le capitalisme. Et ensuite, qui a fait en sorte que le capitalisme se transforme en libéralisme, puis en néolibéralisme, et qu'enfin on arrive à la situation d'aujourd'hui qui fait que tout est marchandise, tout est cheap, et que malgré le fait que 4 des 5 barrières écologiques aient déjà été dépassées, on continue. Business as usual, comme ils disent. Et c'est ça le vrai problème, et c'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre tout au long du livre. Alors je me suis posé la question là, pour le podcast si j'allais vraiment vous parler de toutes les étapes, là, de tout le cheminement intellectuel euh, dont ils font preuve dans le bouquin,
Parce qu'ensuite, dès qu'on passe cette introduction là, on passe à une description de chaque type de typisation, donc la nature, etc. Et en réalité, si je vous parle, si je vous donne des exemples pour chaque cas, bah, je vois pas trop l'intérêt de vous faire continuer, faire lire le livre, quoi, parce qu'il fait que 240 pages. Donc là, en fait, en plein podcast, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que euh, je vous donne d'autres exemples, ou est-ce que le nugget de poulet et l'île de Madère vous ont donné suffisamment envie pour lire le livre? Alors, que faire, hein? Vous savez quoi? En feuilletant là le bouquin, je vais vous donner deux trois exemples comme ça au hasard et on verra si ça vous plaît. Par exemple, comment l'alimentation a créé le monde industriel. Alors apparemment, dès 1700, la plupart des paysans anglais avaient été soit réduits au rang d'agriculteurs salariés, soit chassés de leurs terres pour travailler à la ville. 61% de la population laborieuse travaillait en dehors de l'agriculture. Donc le nombre de citadins avait doublé et même triplé ensuite par rapport au siècle précédent. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, les enclosures qui avaient fait que l'agriculture était devenue une activité compétitive et donc ça crée une agriculture différente, hein, de l'époque féodale. Euh, et ça l'avait rendu aussi en plus, paradoxalement, ça a créé des innovations qui allaient donner ensuite à la fin ultime, genre les moissonneuses batteuses, etc. Mais au début, il y avait juste genre des nouvelles charrues, des rotations de culture, des nouveaux systèmes de drainage. Et ça l'avait rendu biologiquement productive. Et en fait, c'est une vraie révolution agricole. Mais dès 1700, en fait, l'Angleterre avait déjà atteint les deux objectifs que une puissance capitaliste euh, se doit d'avoir en termes d'agriculture, c'est-à-dire augmenter le surplus agricole et expulser la main-d'œuvre de la ferme. Parce que justement, moins il y a de main-d'œuvre, plus il y a de bénéfices. Donc au XVIIIe siècle, l'agriculture anglaise était devenue vraiment solide, et c'est ce qui a permis justement que la masse laborieuse paysanne, bah, on a pu la transférer dans l'industrie naissante, puisque la révolution industrielle avait déjà eu lieu. Et c'est intéressant ça de se dire que les ouvriers des premières usines, en fait, c'était des paysans qu'on avait virés de leur ferme, en gros, qu'on avait virés de leur terre, qu'on avait virés euh, des exploitations dans lesquelles ils travaillaient, que pour la plupart déjà, même au moment où ils se sont fait virer des fermes, les fermes n'étaient plus à eux, parce que même si je vous ai dit qu'au début c'était du servage, quoi, mais dès la fin de la peste, quoi, en gros, plus personne n'est revenu au servage, donc il y avait pas forcément une bourgeoisie paysanne qui s'était créée, même si il y a dû avoir des propriétaires terriens qui ont réussi à basculer en deux trois générations du statut de paysan lambda à bourgeois paysan. Mais en gros, justement, là, ce qui paraissait un miracle agricole pour l'Angleterre, et là il parle de l'Angleterre parce que euh, la plupart d'entre eux y ont vécu et c'est dans des anglo-saxons, mais en ce qui concerne la France, l'Allemagne, c'était à peu près pareil. Euh, le truc, c'est que pour les premières générations, ça a dû être considéré vraiment comme un miracle, parce qu'ils produisaient plus, parce qu'ils gagnaient un peu plus d'argent, parce qu'ils estimaient que même s'ils avaient perdu les commons, là, bah, quand ils arrivaient à avoir une terre à eux, bah, elle était vraiment à eux et ils l'exploitaient à 100%. Mais malgré tout, au-dessus d'eux, il y avait une classe dirigeante. Alors j'aime bien parce que nous, maintenant, c'est devenu un terme commun de dire les 1%. Mais lui fait déjà à l'époque la distinction entre les 1% et les 0,1%. Par exemple, à l'époque de l'abandon des communs, là, les 1% ils étaient contre. Parce que malgré le fait qu'ils maîtrisaient plus de 50% aussi de l'appareil productif et financier de l'époque, ils se rendaient bien compte que ça allait créer un déséquilibre qui pourrait les toucher. Mais en ce qui concernait les 0,1%, en fait pour eux c'était un avantage, c'était même du profit. Et comme d'habitude, c'est les plus riches qui ont gagné, c'est-à-dire que même entre les 1% et les 0,1%,
eh ben, l'écart était tel que les 1% n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et le truc donc, c'est que ce qu'expliquent nos deux économistes, c'est que il a fallu en réalité transférer presque 80% ou 90% de la masse paysanne dans l'industrie pour que la réelle révolution industrielle ait lieu. Et en réalité, quand on réfléchit, c'est logique, puisque depuis la révolution néolithique, euh, 80% de la population elle travaillait dans les champs pendant 10 000 ans, quoi. Donc il a bien fallu trouver les ouvriers quelque part. Alors est-ce que ça a été vraiment réfléchi et pensé à ce point-là, ou est-ce que euh, les premiers industriels et les premiers capitalistes se sont adaptés en réalité et l'ont fait au fur et à mesure en se disant que c'était la seule manière d'agir? Je sais pas. Moi je pense qu'il y a un peu des deux. Mais en réalité, ça a été un mirage, cette première, ce premier prolétariat, parce que on sait très bien, surtout en Angleterre, que les conditions de travail, que ce soit dans les mines ou que ce soit dans les premières usines, elles ont été désastreuses, déplorables. Il y a eu une mortalité incroyable, il y a eu une pollution. Alors, on peut dire qu'ils s'y attendaient pas. Mais par exemple, c'est connu, il y a eu un moment un brouillard sur Londres qui a tué des milliers de personnes. Pendant longtemps, on a considéré Londres comme une ville plongée dans la nuit quasi éternelle parce qu'il y avait des fumées partout. Euh, les mineurs, jusqu'au XXe siècle, ils ont vécu comme des chiens. On se rappelle Thatcher qui a fait tirer sur eux pendant les manifestations il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, euh, même si au début ils ont pensé qu'ils allaient peut-être changer de vie et avoir de meilleures conditions salariales et tout simplement de vie, euh, je pense pas qu'ils aient gagné au change, les prolos du début là. Et de toute façon, encore aujourd'hui. Donc par exemple, ça, c'est une preuve de typisation et du travail et de la vie. Parce que par exemple, la vie d'un mineur en Angleterre au 18e, elle ne fait pas valoir grand-chose. À côté de ça, les propriétaires des mines qui employaient ces mineurs qui mouraient dans des coups de grisou et qui avaient une espérance de vie réduite à cause de la silicose et des accidents liés à leur travail, eux par contre, euh, ça a été astronomique le gain capitalistique, financier. Il n'y a pas longtemps, je faisais un podcast sur Gertrude Bell, ce qui a permis à cette femme de voyager toute sa vie sans s'en faire et de jamais travailler, en gros, c'est que son père avait fait fortune dans les mines de charbon et dans l'acier. Et c'était l'équivalent d'un roi du pétrole. Il avait une région entière à lui. Non, je sais plus si c'était dans le sud ou dans le nord de Londres, mais c'était une région qui était à lui. Il y avait des villages entiers qui travaillaient pour lui. Alors bien sûr, maintenant ça c'est plus possible en Occident, mais ça existe encore. Des sociétés occidentales ont encore des régions entières et des villages entiers qui travaillent pour eux dans tout ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Et donc ça montre que ils se sont servis aussi du modèle existant à leur fin, enfin je veux dire au moment justement de la première capitalisation, pour pouvoir faire en sorte de rendre cheap et la valeur travail en fait des gens et la vie des gens elle-même, parce que ce soit par exemple les Indiens d'Amérique qui ont été déjà décimés par le choc microbien, mais qui ensuite sont morts dans les mines et dans les encomiendas, là, comme on disait. Là. Enfin, je veux dire, là, c'était plus que des vies cheap. Ça valait rien. On pouvait même se permettre de leur couper les mains, de leur couper les pieds, à titre d'exemple. Donc là, on dépasse la typisation. Et d'ailleurs, les Indiens dont on parlait au début, là, dont Colo parlait, là, les Arawaks, les Caraïbes, les Taïnos, eux ils font partie des peuples qui ont disparu. Disparu totalement. Et pas seulement parce qu'il y avait des microbes inconnus, parce que aussi on les a exploités d'une manière euh, inhumaine et qui sont morts en fait et qui ont disparu. Ils ont laissé que quelques mots dans le vocabulaire et des gravures. Par exemple, on sait que classique, ça vient d'un mot justement arawak
Et on a les lettres de Colomb et de tous ces conquistadors là qui racontaient à quel point leur femme était belle et impudique et qui se baladaient nus et qu'ils ne comprenaient pas la loi de Dieu. Donc on pouvait s'en servir comme des commodités. Alors par exemple, ça c'est un exemple là, que j'ai pioché comme ça dans le livre. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que par exemple ça, là, le fait de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la nature, à la limite c'était pas trop une surprise. Mais quand il rentre dans le fait, dans toutes ces catégories annexes, là, même l'argent est devenu cheap. Que justement l'argent en fait aujourd'hui c'est devenu quelque chose qu'on peut même plus toucher. C'est pendant longtemps, je veux dire, si on remonte à l'invention de l'argent, à la base c'était du métal, c'était de l'or ou de l'argent, vraiment. C'est pour ça qu'on appelle ça l'argent. Il a fallu des millénaires pour qu'on arrive déjà au stade du papier monnaie. Mais il était toujours indexé sur des réserves de métal brillant. Et ensuite, il y a eu le fait que, avec les accords de Bretton Woods et Nixon et compagnie, enfin bref, bah, l'argent était plus indexé sur l'or, il est indexé sur le dollar, et puis finalement il est indexé sur rien. Maintenant, c'est des zéros et des 1 dans des banques. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, euh, les banques centrales européennes ou américaines, enfin toutes les banques centrales qui existent, maintenant, en fait, elles allouent chaque année, et maintenant c'est même plus chaque année, je crois qu'il y a une date chaque mois, où elles allouent aux banques privées, là, euh, une somme pour pouvoir donner des prêts, par exemple, à quelqu'un qui veut monter une entreprise ou à quelqu'un qui veut acheter une maison. Et avant, cet argent-là, c'était que la banque centrale qui avait le droit de le créer, même si c'était de manière maintenant informatique ex nihilo. Mais depuis un certain temps, en fait, ce pouvoir de créer de l'argent à des fins de crédit a été transféré aux banques du coin de la rue là. Alors bien sûr, maintenant la décision c'est juste on leur dit qu'il y a un seuil à pas dépasser pour euh, une certaine durée de temps là. Mais par contre, ça je suis sûr que pour en avoir parlé avec plein de gens, 99% des gens ne savent pas que quand une banque leur accorde un prêt, c'est elle-même qui crée cet argent. Ce qui est hallucinant. En réalité, c'est de l'argent qui n'existe pas. En réalité, on pourrait tous avoir des prêts sans considération de revenus, c'est juste que ils continuent d'entretenir l'illusion et qu'en même temps c'est une manière d'aliénation et on doit continuer à travailler. Mais je veux dire, s'ils avaient envie, ils pourraient donner des prêts à tout le monde parce que c'est de l'argent qui n'existe pas. Et nous, on continuerait à travailler pour rembourser ces prêts avec de l'argent qui n'existe pas, mais avec de l'argent qui serait quand même issu de notre travail. Alors que pour eux, c'est de l'argent qui est issu de rien. C'est juste parce qu'ils ont une, comment, je sais plus qu'on appelle ça, ah, la nuit, comment on dirait une patente, quoi, un truc qui leur permet de créer cet argent, parce que c'est des institutions bancaires, ils ont l'agrément, voilà, ils ont l'agrément qui leur permet de le faire. Eh ben on peut pas faire plus cheap comme argent que ça. On ne peut pas dévaloriser l'argent plus que ça. D'ailleurs, la plupart des économistes estiment que c'est une bulle, ça aussi, la bulle des banques centrales, et que comme toutes les bulles, un jour elle éclatera. Par contre, là, cette bulle-là, je ne sais pas comment on arrivera à survivre à l'explosion de cette bulle. Parce que même la bulle là, des subprimes, la crise de 2008, en fait, justement, pourquoi on a réussi à s'en sortir, c'est parce que les gouvernements, les banques centrales ont fait en sorte de sauver le système en continuant à créer de l'argent qui n'existe pas. Parce que pour l'instant, tout le monde est d'accord pour faire semblant que cet argent existe, parce que ça marche. On a vu par exemple l'année dernière, là, quand il y avait la Silicon Valley Bank ou je sais pas quoi, puis ensuite après, je sais plus si c'était Swiss Bank ou HSBC, là, une des deux grosses banques suisses là, qui avait fait faillite, et qu'en fait les gens couraient pour essayer de récupérer leur argent et que c'était pas possible. Mais autant Silicon Valley Bank, c'était entre guillemets une petite banque qui avait pas un historique. Mais par exemple, la banque suisse, là, c'était too big to fail. En fait, ils l'ont sauvé, pareil, avec l'argent qui n'existe pas. Parce qu'ils savaient que sinon, c'était pas possible. Il y avait des milliards et des milliards. Les gens qui avaient des comptes dans ces banques, on ne pouvait pas leur dire non, vous ne pourrez pas récupérer cet argent. Même si, encore une fois, c'est de la création monétaire ex nihilo. Donc là, on arrive au bout
du système capitaliste. Parce que c'est juste sur l'idée de l'argent que ça fonctionne. C'est même plus sur une valeur. Alors bien sûr, on va dire ces banques, elles sont cotées en bourse, ou je sais pas, elles ont une valeur X par rapport à l'argent qu'elles brassent, justement, par rapport à l'argent qu'elles gagnent sur les marchés, etc. Mais tout ça, c'est du flan. Tout ça, ça ne repose pas sur du vrai argent. Alors vous allez me dire, ça repose sur des transactions, ça repose sur des matières premières, ça repose sur du travail. C'est vrai. Mais c'est ça la bascule. C'est ça la typisation. C'est que ça ne repose plus sur, comme on disait autrefois, des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors là, j'étais au bout du bout de la typisation, mais quand il parle de la typisation des vies, c'est pareil. On voit très bien que on en revient au 1%, par exemple. Là, je sais plus, il y a 2 jours, j'ai vu, pareil, une info là, qui passait que ça avait augmenté, là, qu'il y avait 1% vraiment maintenant de la planète qui maîtrisait, enfin, qui détenait 50% de la richesse. Bah, si on arrive à 1% qui détient 50% de la richesse, ça veut vraiment dire que déjà dans ces 50% là, bah, c'est des vies qui produisent cette richesse et ça ne doit pas être que des vies qui travaillent au SMIC ou plus du SMIC. Il y a des vies d'Africains dans des mines, d'Indonésiens dans des champs d'huile de palme, euh, d'enfants qui travaillent dans des sweatshops au Bangladesh et que sais-je encore. D'ailleurs, justement, là, ces derniers temps, on parle beaucoup de Chine et de la fast fashion. C'est un exemple de chipisation. Alors là, bien sûr, je m'éloigne peut-être euh, du verbatim du livre, mais en fait, ça nous explique quoi? Ça nous explique que on a abandonné l'idée qu'on faisait partie du monde, de la nature, de l'écosystème global, et que ça nous mène à notre perte, mais qu'apparemment, l'humanité en tant qu'espèce n'est pas capable de gérer ce problème, n'est pas capable d'y remédier, et que on va vers la catastrophe. Alors là, ces deux auteurs, ils sont pas si pessimistes que ça, hein. Ils estiment qu'on peut arriver à s'en sortir, qu'on peut arriver à autre chose. Mais bah, malgré tout, c'est une espèce de signal d'alarme qui, qu'il tire avec ce livre. Et moi, ce qui m'épate, c'est que à l'époque où il était sorti, bon, bien sûr, hein, pour ceux qui suivent l'actualité des bouquins, tout ça, bah, ils en ont parlé. Mais pas tant que ça, quoi. C'est juste une note de plus en bas de page sur justement la liste des galères de la planète. Bah alors je sais pas hein, si j'ai été jusqu'au bout des choses, mais en fait au début j'avais envie vraiment de vous donner des exemples concrets à chaque fois, mais je me suis dit en fait ce qui fait le sel de ce livre, c'est toutes ces infos là dont on se doute pas. L'exemple de Madère, l'exemple du sucre, l'exemple euh, du nugget de poulet, et en fait en ce qui concerne les 7 choses cheap du Capitalocène, euh, à chaque fois c'est ça en fait, c'est ça qui rend le livre croustillant et facile à lire. Donc j'ai pas trop envie de vous déflorer en fait tout ça. Dites-moi, hein, dites-moi. Je ferai une partie 3 si vous avez envie que j'aille plus loin. En tout cas, c'est un livre que peu de gens connaissent, malgré tout. Je me rappelle qu'à une époque j'avais fait, je crois sur TikTok, au début où je savais pas si je devais faire des podcasts ou des book talks ou je sais pas quoi. Là. J'avais fait je sais plus comment on appelle ça, enfin une petite vidéo là sur ça. Et c'était celle qui avait eu le plus de succès et il y avait eu plein de gens en commentaire qui avaient dit qu'ils tombaient des nues, ils savaient pas que ça existait, que ce bouquin existait. Ça m'avait fait de la peine parce que souvent justement c'est ce genre de bouquins qui peuvent éveiller un peu les consciences et bah, nous faire ouvrir les yeux quoi. Et comme je le dis, il date de 2017 ce bouquin, de 2018 en France. Et encore une fois, il y a très peu de gens
qui en ont parlé, qui ont relayé l'info. Moi, je crois qu'une seule fois, parce que je consomme beaucoup de podcasts ou de médias indépendants, etc., là, ou de revues de bouquins. Une seule fois, j'ai entendu un auteur parler de ce livre, en disant que ça l'avait marqué et qu'il conseillait vraiment la lecture de ce livre. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, putain, c'est vrai. En fait, personne lit. Je veux dire, une fois qu'on élimine les bouquins fun, de fantasy, de SF, les polars, j'en sais rien, moi, la romantasy, tout ça. Enfin, je veux dire, les vrais bouquins qui expliquent un peu le monde, il y a très peu de gens qui les lisent. Donc, appel à tous les mangeurs de livres. Moi, le premier, hein, je consomme divertissement en bouquin, mais de temps en temps, manger un livre qui ouvre les yeux. Et je vous conseille ce livre, Comment notre monde est devenu cheap. C'est le premier de l'année 2026 dans le podcast Mangeur de livres. Et si ça vous a plu, si je vous ai pas ennuyé, si je vous ai pas rendu fou, faites de la pub. Que ce podcast crève le plafond de Apple Podcast. Allez, salut Mangeur de livres, j'ai trop parlé.